Sur le pacte social, Macron n'est pas le même que le pacte social Delors, que le pacte social repris par Hollande dans le champ qui nous intéresse, celui de la formation. Donc il se traduit à travers le passage de la gestion paritaire de l'assurance chômage. On sort de la logique d'assurance pour aller sur une logique de solidarité nationale, bon, pour des raisons que je viens rapidement d'évoquer. Deuxième modification du pacte social, c'est ce qui est en train de se fabriquer, c'est les ordonnances. Dans le pacte social formation, on était jusqu'à présent, jusqu'en 2014, dans la théorie de la loi négociée, c'est-à-dire on ne modifie pas le Code du travail, et notamment dans le champ particulier de la formation professionnelle, sans au préalable avoir ouvert une négociation par les partenaires sociaux, et ceux-ci renvoyaient leur copie aux parlementaires qui disaient « vous êtes des moines copistes et vous recopiez mot à mot ce que je vous ai dit de copier ». Bon, c'était un petit peu ambigu. Là, on sort de cette logique-là. Certes, il y aura des concertations, mais je n'ai pas le sentiment qu'on reproduise le modèle de la loi négociée. Donc ça, c'est une deuxième modification du pacte social. Troisième modification, c'est toute la problématique de l'inversion de la hiérarchie des normes. Qu'est-ce qui relève de la négociation collective de branche? Qu'est-ce qui relève de la négociation d'entreprise? Donc il y a un certain nombre de sujets qui sont sensibles, question du temps et d'autres. Jusqu'à présent, dans la loi travail, El Khomri, ce problème ne se posait pas pour la formation, puisque la mutualisation des ressources était sanctuarisée au niveau de la négociation de branche, de même que les régimes de prévoyance, de même que les systèmes de qualification et les grilles de classification au niveau de la branche. On aura immédiatement une indication sur la volonté de déconstruire la gestion paritaire si dans le débat qui s'annonce sur les thèmes de la négociation d'entreprise et de branche, on sort la mutualisation des ressources de la formation. Et donc, ça donne une indication assez rapidement. Et donc, cette question ne se posait pas. La question plus importante, c'est celle du fait qu'on analyse la négociation de branche sur la formation, on constate que c'est très souvent, j'ai eu l'occasion de faire ça sur longue période, que c'est très souvent une reproduction de la loi à des fins pédagogiques, quoi. Et pour permettre de dire qu'est-ce qu'on finance, comment, mais tout ça était déjà écrit dans la loi, c'est repris dans les accords de branche, et ça oriente un peu le travail des OPCA. Mais à partir du moment où il n'y a plus le financement tel qu'il existe pour le moment, et à partir du moment où on supprime l'intermédiation par les OPCA, c'est quoi le grain à moudre pour la négociation de branche concernant la formation? Question ouverte. Et puis la question également, le renvoi de la négociation d'entreprise. Jusqu'à présent, quand on analyse les choses sur longue période, sur le volume d'accords d'entreprise consacrés, le volume d'accords d'entreprise consacrés à la formation, comparé à d'autres thèmes tels que les salaires, le temps de travail, l'emploi, etc., la formation représentait jusqu'à présent quasiment rien, dire 2% du volume, ou quelques pourcentages, petits pourcentages du volume de la négociation d'entreprise, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'enjeu réel, de grain à moudre. Ça transitait par les OPCA, ça transitait par la branche, ça transite par le plan de formation. Est-ce que la donne va se trouver modifiée? Est-ce qu'il y a des objets et des enjeux? Le fait d'avoir lié gestion des compétences et formation peut donner un enjeu. Le développement des formations en situation de travail peut donner également un enjeu. Le développement, si le CPF reste des abondements, peut également donner un enjeu. Donc il se peut qu'il y ait des objets
possible pour la négociation d'entreprise, s'agissant de la formation, ce qui pose ensuite la question de savoir comment dans des entreprises de moins de 50 ou de moins 100 salariés, où il n'y a pas de capacité réelle d'exercer un pouvoir normatif opposable à des tiers, on peut négocier. C'est l'une des grosses questions d'ailleurs de l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est la capacité réelle et ce n'est pas le référendum qui règle cette question. Donc il y a une question ouverte sur les objets de la négociation d'entreprise sur le sujet. Il y a également une question qui est annoncée sur le regroupement des IRP, c'est-à-dire DP, CHCT, comité d'entreprise, ce qui aura nécessairement des incidences sur la procédure d'information et de consultation. Voilà. Et donc là, le pacte social se trouve quand même potentiellement considérablement impacté, sans parler de l'annonce faite. C'est écrit dans le document, dans Révolution, c'est écrit dans le rapport, enfin dans Mars, ça fait l'objet de nombreux commentaires de conseillers proches du président sur la suppression de l'intermédiation paritaire au nom de la simplification, de la recherche d'efficacité. On l'a évoqué dans les 2 points précédents, puisque c'est un effet qui va concerner l'apprentissage et l'alternance, c'est un effet qui va concerner la personne. Donc, là, est-ce que ça se fera ou pas? Donc la question de fond est de savoir quelle est aujourd'hui la valeur ajoutée de la gestion paritaire et de la mutualisation des ressources. Quelle est la valeur ajoutée? Ce débat va sans doute avoir lieu il a déjà commencé un peu, dans les temps qui viennent. Et donc c'est ça la question sur laquelle il faut s'interroger. C'est évident que pour les PME, TPE, la valeur ajoutée de la gestion paritaire dans une relation de conseil extérieur aux entreprises a du sens. Si les logiques de financement sont modifiées, ça a moins de sens. Mais est-ce que l'appui RH aux entreprises par les OPCA, est-ce qu'elle est nécessairement paritaire? Est-ce qu'elle ne peut pas se faire autrement? Toutes ces questions vont sans doute surgir. Avec la question que j'ai évoquée déjà tout à l'heure, est-ce que la gestion paritaire exercée par les fonds GESIF, exercée par les OPACIF, dès lors qu'il y a un renforcement de la personnalisation des droits, est-ce que cette forme d'intermédiation, qui était historiquement la première, d'ailleurs, autour du congé individuel de formation, des fonds d'assurance formation, est-ce qu'elle n'a pas un bel avenir devant elle, alors que l'intermédiation par les OPCA, s'agissant des PME, TPE, pour moi, elle me paraît évidente. Pour les grandes entreprises, c'est plus discutable. Lorsqu'on interroge les grandes entreprises, c'est quoi la valeur ajoutée de la gestion paritaire pour vous? La réponse, c'est de dire, ça nous aide à gérer la complexité financière et donc à partir du moment où on modifie les règles de financement, la question, voilà. Et donc, le pacte, j'ai fini. Le pacte social, donc, est susceptible d'être impacté assez profondément et peut avoir des effets boomerang indirects sur la régulation du système de formation professionnelle.